intérêt, sachant que les fédérations doivent rester apolitiques. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur les paris truqués. Est-ce un sujet dont nous devrions, selon vous, nous emparer au cours de cette commission d'enquête? Ah oui. En fait, il y a beaucoup de problèmes et je pense que je ne sais pas si vous pourrez les solliciter, mais il y a un truc qui s'appelle GLMS, qui est en fait un organe de contrôle au niveau européen. Et je sais qu'il y a quelques années, ils avaient une alerte rouge. Alors, alerte rouge, pour eux, ça veut dire que c'est truqué forcément, selon les algorithmes, pour des raisons de paris. Vous pouvez Et ça concernait un match de Ligue 1. S'il vous plaît, vous pouvez nous reciter GLMS? GLMS, je vous le redonnerai après. C'est à Copenhague, de mémoire. D'accord. En fait, donc si vous nous système de transmettrez tout ça par mail? Et par mail, par téléphone, tout ce que vous voulez. D'accord. Et je vous donnerai aussi les gens qui sont là-bas. Donc, si vous voulez, vous avez plusieurs organes de contrôle au niveau international. Vous avez Sportradar, GLMS et tout ça, qui sont employés eux-mêmes par les grandes fédérations. Donc, c'est-à-dire que globalement, c'est le contrôle contrôlé. C'est-à-dire, on ne va pas non plus dire qu'il y a trop de matchs truqués. En France, j'ai juste un cas marrant pour M. Le Gret. M. Le Gret a été appelé il y a quelques années pour un match truqué qui se passait en 3e division française. Il a répondu oui, on s'en occupe. Ils n'ont rien fait. C'était juste avant l'Euro de France. Donc, encore une fois, un autre dossier, il ne faut surtout pas en parler. Et donc, cette loterie GLMS, comme je vous parlais, avait, selon ses algorithmes, il y a plusieurs types d'alertes. Vous avez des alertes jaunes, oranges. Il y avait un match de Ligue 1 qui est en alerte rouge. Ça veut dire qu'ils sont sûrs, selon leurs algorithmes et l'intelligence artificielle, que c'est truqué pour des raisons de pari. Donc, il y a des matchs truqués, bien évidemment. Encore une fois, on ne fait pas trop le boulot, même si vous avez des gens, je pense notamment au directeur d'intégrité de l'enseignement, ce qu'on appelait l'Argel, M. Segalem, qui fait de son mieux pour mettre des alertes, etc. Et la France a été pionnière sur certaines choses, notamment pour arrêter certains paris sur le sol français de matchs truqués à l'étranger. On remarque néanmoins qu'il y a une complaisance et un manque d'envie des institutions internationales à poursuivre réellement les matchs truqués, qui peuvent évidemment se passer sur le sol français. Après, sur qu'est-ce que font les fédérations sportives contre les matchs truqués? Pas grand-chose. Mais des gens essayent de faire du boulot. Monsieur Segalem en est l'exemple. Corentin de son prénom. Et vous êtes où? Vous êtes caché quelque part? Non, je suis en Andalousie. Non, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question, bien sûr. Là, les gens du kick, je sais. De quoi? Vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question. Je voulais juste savoir si vous étiez quelque part et que vous ne souhaitiez pas le dire, c'est tout. Non, tout le monde sait que je suis en Andalousie, ça va, je suis très bien, mais c'est vrai que mon avocat, M. Mokhtar Abdenouri, portera bientôt, avec tous les éléments qu'on a, des éléments factuels et concrets, des menaces de mort et des tentatives même d'intenter à ma vie faites par un des dirigeants du foot français. Ouais. Ouais. Et alors, je tiens d'ailleurs à préciser que certaines autorités françaises ont ces éléments en main depuis un moment, parce qu'il s'agit de messages écrits, notamment très clairs avec mon numéro de téléphone, et que, si je ne dis pas de bêtises, cette personne était prête à offrir $1 million pour me flinguer. Ce qui est quand même assez préoccupant, c'est que certaines autorités françaises, je ne sais pas quel service de police a ça, ne m'a pas averti. Mais je ne suis pas tellement surpris parce qu'il y a une compromission de certains services des autorités avec des dirigeants de sport, notamment du football. Et si je prends l'exemple du Paris Saint-Germain, là, je pense qu'on peut par contre prendre peur de la compromission de certains services du ministère de l'Intérieur. Je pense notamment à la BRB de Versailles, au STUP, à la police aux frontières, et également, attendez, je vais vous donner ce nom-là, parce que j'avais noté quand même, parce que ça, et la PJ du 36. C'est assez incroyable de voir que pour des cartes de séjour, pour des points de permis, pour des escortes policières, donc des faveurs, on va dire, particulières, en fait, ce que je vous dis là est conscient des procès-verbaux, contre des places de match, des places VIP ou des maillots, certains policiers, ou mettez le terme qui vous plaira, rendent ce genre de service. Alors j'ai cru comprendre que c'était du trafic d'influence. Mais bon. Et certaines affaires ne sortent jamais. Et je vais vous en donner une, je vais en profiter parce que l'affaire est tellement grave là encore qu'elle me choque. Je tiens à dire que certains services, évidemment la DGSI est au courant parce qu'ils ont les données, et certains services du ministère de l'Intérieur, je n'ai pas le service exact qui a ça en main, mais ce que je vais vous dire est très clair, et non seulement je vais vous le donner, mais en plus j'ai les documents. Et ça, je vais vous les transmettre après. J'ai tout en main des beaux documents du Qatar. Nous avons M. Nasser El Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, à l'époque, avec son frère, M. Khaled El Khelaifi, sont propriétaires d'une société qui s'appelle Oryx, une société qatari, qui a passé un deal avec une société qui s'appelle Sphinx Group Manpower Provider Inc., basée à Manilla, aux Philippines.
Donc, je vous enverrai le contrat sans problème. En gros, ce qu'il s'agit, c'est très simple. Et là, on ne va pas parler de clubisme ou de club de foot. Non, là, on va parler de vie humaine, de dignité humaine, qui se passe sur le sol français. Vous avez des domestiques philippins et philippines qui, donc, par l'intermédiaire de Société Oryx, sont ensuite disséminés ici et là, notamment dans les pays du Golfe. Comme vous pouvez le savoir, je pense que vous savez ce qui se passe un peu au Qatar et tout à ce niveau-là. Sauf que M. El Ralaifi a également des domestiques de maison, femmes de ménage et tout ça, il n'y a pas de problème, en Angleterre, dans un de ces logements, également en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là sont ramenés sur des visas de tourisme. 3 mois. Leurs passeports sont immédiatement mis dans un coffre à l'hôtel Intercontinental par l'un des intendants de M. El Ralaifi, Karam notamment. Donc, toutes ces femmes philippines n'ont plus de papier en France. Elles sont livrées à elles-mêmes. Elles ont le droit à tout, à une bouteille de shampoing par mois, je crois un appel par semaine. Elles vivent dans des conditions qui dépassent l'entendement. Ces femmes-là sont depuis des années en France. Comment m'expliquez-vous que ces femmes-là, qui travaillent pour l'un des hommes les plus influents du monde, dans le milieu sportif, normalement, elles s'attendent à avoir un certain traitement? Pourquoi elles se ont fui? Pourquoi elles ont fui les maisons? Pourquoi elles ont été battues par certaines personnes? Pourquoi elles ont été violentées sexuellement par un membre de sa famille? Pourquoi les autorités françaises qui ont tous les messages en main depuis plus de 2 ans n'ont pas ouvert d'enquête? J'ai donc alerté personnellement Minky Warden, ancienne membre du département de justice américain, qui travaille Human Rights Watch, et la division de trafic humain du département de justice américain, qui m'a dit, mais on a un problème là quand même. Je ne sais pas quelle est la loi française à ce niveau-là, mais, et là je vous saisis réellement, quel est le destin de ces femmes qui, je le redis, ont été maltraitées, qui ont fui. Certaines sont encore sur le sol français, terrorisées. Et je rappelle les noms des sociétés. Et là, ça me pose beaucoup de questions, et c'est pourquoi je parlais de la compromission de certains services du ministère de l'Intérieur, qui sont au courant depuis plus de 2 ans, qui ont les messages, qui ont tout. Et je vais terminer mon allocution là-dessus, et je vais vous envoyer ce procès-verbal, qui est une scène que je n'ai jamais vue. Il y a une photo qui a été envoyée d'une femme philippine, ensanglantée. Pourquoi les autorités n'ouvrent pas d'enquête sur qu'est-ce qui est advenu de cette personne? Alors, je ne sais pas ce qui est advenu de cette personne. Mais dans la logique, M. El Ralaifi et tous les gens autour de lui, toute la voyoucratie, doivent faire la lumière sur le sort de ces personnes. Et là, on ne parle pas de football, on ne parle pas de sport, on parle de dignité humaine. Le problème étant, c'est que plus vous êtes important dans le milieu du sport, plus vous bénéficiez d'accès, qu'il soit politique, médiatique ou autre. Mais là, il est peut-être temps de dire stop. Alors, j'ai vu que le juge Tournaire fait le travail sur certains points, mais ça, je parle vraiment de dignité humaine. Ces éléments-là sont là. Hein. Il y a les passeports, il y a tout. En disant cela, je m'expose à beaucoup de merde. Mais maintenant, il y a 2 choix. Vous m'avez juré de dire la vérité, premièrement, ce que j'ai toujours fait. Pas parce que je parle aujourd'hui à des députés ou que je parle à une audience, c'est la même chose. Et il est de notre devoir aujourd'hui de protéger la dignité humaine. Ces femmes-là sont sur le territoire français, aujourd'hui, sans papier, sans rien, à la merci de certaines personnes. Ce n'est pas parce qu'on est puissant, qu'on est dans le football ou que sais-je, qu'on doit se permettre de faire ce genre de choses. Et ça, j'ai envie de vomir quand j'en parle. Parce que c'est anormal que la France, que les autorités ont récupéré ces données-là et n'en ont rien fait depuis 2 ans. C'est complètement anormal. Et en tant que citoyen français, ça me donne envie de vomir. Pardonnez mon emportement.